Pendant la Seconde Guerre mondiale, une poignée d'hommes se sont levés comme des titans sur le champ de bataille. Ces chefs allemands ont défié les probabilités, tracé des stratégies audacieuses et laissé un héritage indélébile dans l'histoire militaire. Pour Adolf Hitler, ces hommes étaient plus que de simples commandants. Ils étaient les architectes de sa vision, les épées cherchant à étendre son empire. Dès les premiers jours du conflit, Adolf Hitler a compris l'importance de s'entourer des meilleurs stratèges militaires disponibles. Conscient de cela, le Führer a choisi soigneusement un groupe restreint de généraux pour diriger les forces armées allemandes. Mais parmi eux, une question se pose qui intrigue historiens et passionnés depuis des générations. Qui a été le meilleur général allemand de la Seconde Guerre mondiale? Hasso von Manteuffel, le commandant de chars de la Großdeutschland. Peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le 1er février 1939, Hasso von Manteuffel fut nommé professeur à l'école 2 des troupes blindées à Berlin-Krampnitz, où il resta jusqu'en 1941. En raison de cette position, Manteuffel ne participa pas aux premières campagnes de la Wehrmacht, comme l'invasion de la Pologne en 1939 et l'invasion de la France en 1940. Le 1er mai 1941, Hasso von Manteuffel fut nommé pour commander le 1er bataillon du 7e régiment d'infanterie motorisée de la 7e division Panzer. Sous ses ordres, il participa à l'opération Barbarossa en 1941, servant sous le commandement du général Hermann Hoth, qui dirigeait le 3e groupe Panzer. Pendant cette période, son supérieur direct fut abattu au combat, ce qui conduisit von Manteuffel à prendre le commandement du 6e régiment d'infanterie motorisée de la 7e division Panzer. En mai 1942, après la bataille intense de Moscou durant l'hiver 1941 à 1942, la 7e division Panzer fut envoyée en France pour réorganisation. Pendant cette période, le 15 juillet 1942, alors que la division se remettait en France occupée, Hasso von Manteuffel fut promu au poste de commandant en chef de la 7e brigade de grenadiers de la même division. Au début de 1943, von Manteuffel fut transféré en Afrique du Nord, où il prit le commandement de la division von Manteuffel, faisant partie de la 5e armée Panzer sous le commandement de Hans-Jürgen von Arnim. Manteuffel joua un rôle prééminent dans les opérations défensives durant la campagne de Tunis, menant efficacement des contre-attaques qui stoppèrent l'avancée britannique. Cependant, le 31 mars, il souffrit d'un épuisement sévère et fut évacué vers l'Allemagne pour se rétablir. Malgré son état, le 1er mai 1943, alors qu'il se remettait encore, il fut promu major général en reconnaissance de ses services en Afrique. Une fois remis de ses blessures, le 22 août 1943, Hasso von Manteuffel fut nommé nouveau commandant de la 7e division Panzer, retournant ainsi au front de l'Est, qui à ce moment faisait face à une situation militaire défavorable pour le Troisième Reich. La bataille de Koursk et les contre-attaques continues de l'armée rouge avaient affaibli le moral des forces allemandes. Malgré une blessure au dos causée par une attaque aérienne russe, le 26 août 1943, von Manteuffel resta à son poste, menant la lutte en Ukraine. Après des combats intenses à Kharkov, Belgorod et près du fleuve Dniepr, il parvint à arrêter l'avancée de l'armée rouge. En novembre, il réussit à capturer Jytomyr, sauvant ainsi la 8e division Panzer de l'encerclement au nord de la ville. Ce succès le mena à être nommé commandant de la division d'élite des grenadiers blindés allemands, la Großdeutschland, le 1er février 1944. Sous son commandement, la division affronta une série de combats défensifs à l'ouest de Kirovograd, mais dut se réorganiser en Roumanie à la fin mars 1944. Ensuite, elle participa à des opérations défensives dans le nord de la Roumanie jusqu'en juin, lorsque son unité fut retirée du front pour être maintenue en réserve jusqu'à la fin juillet. À ce moment, von Manteuffel reçut l'ordre de se déplacer vers la Prusse orientale pour affronter l'avancée de l'armée rouge. Son contre-attaque en Lituanie, bien que coûteuse, permit de stabiliser le front, mais ne réussit pas à éviter la défaite du groupe d'armée Nord, qui fut isolé en Courlande après la défaite du groupe d'armée Centre. Le 1er septembre 1944, von Manteuffel fut promu général des troupes blindées et prit le commandement de la 5e armée Panzer sur le front occidental en Europe. Pendant la bataille des Ardennes, son unité, la 5e armée Panzer,
réussit à pénétrer profondément dans les lignes alliées, notamment lors de la bataille de Bastogne. Le 10 mars 1945, von Manteuffel devint commandant de la 3e armée Panzer sur le front de l'Est, avec pour mission de défendre les rives de l'Oder au nord des collines de Sillow, afin de protéger Berlin de l'avancée de l'armée rouge. Cependant, la pression du général Konstantin Rokossovski mena à l'écrasement complet de la Wehrmacht durant la bataille de Berlin. Mais face à la menace de tomber prisonnier de l'armée rouge, von Manteuffel choisit de se rendre aux alliés occidentaux. Le 25 avril 1945, le 2e front biélorusse traversa les lignes de la 3e armée Panzer près de Szczecin. Manteuffel décida alors de se replier vers le Mecklembourg, où finalement 16 troupes se rendirent aux alliés occidentaux le 3 mai 1945, évitant ainsi de devenir des prisonniers de guerre soviétiques. Malgré la méfiance que Hitler avait envers von Manteuffel, il appréciait ses exploits militaires et sa capacité à diriger efficacement ses troupes dans des situations difficiles. Cette ambivalence se reflétait dans les décisions de Hitler d'attribuer à von Manteuffel des postes de commandement et dans sa promotion éventuelle au rang de général des troupes blindées. Après la défaite de l'Allemagne, von Manteuffel fut capturé par les forces alliées et passa plusieurs années en captivité, avant d'être libéré en 1948. Il prit sa retraite chez lui en Allemagne, où il vécut dans un relatif anonymat jusqu'à sa mort en 1978. Günther von Kluge, la volonté d'acier du commandement allemand. Pendant la campagne de Pologne de 1939, en tant que commandant de la 4e armée allemande, Günther von Kluge fut affecté au groupe d'armée Nord, sous le commandement de Fedor von Bock. Lors de l'invasion, la 4e armée de Kluge avait pour tâche d'avancer depuis la Poméranie occidentale vers l'Est, avec pour objectif de se joindre à la 3e armée et de sécuriser le corridor polonais. Dès le premier jour de la campagne, la 4e armée réalisa des avancées significatives, capturant la ville portuaire de Danzig. Kluge démontra son habileté tactique en coordonnant avec succès l'avancée de SE Force et en surmontant les défenses polonaises sur la rivière Brda. Par la suite, pour avoir piégé les forces polonaises dès les premières étapes de l'invasion, Kluge reçut des éloges de Hitler en tant que l'un de ses commandants les plus brillants. Pendant l'invasion de la France en 1940, Kluge fut à la tête de la 4e armée allemande. Sous son commandement, les troupes allemandes réalisèrent des avancées rapides à travers les Ardennes et la rivière Meuse, capturant des milliers de prisonniers français. Bien qu'ils aient affronté des contre-attaques alliées, Kluge contribua de manière significative au succès de la campagne, ce qui lui valut une promotion au grade de général-feldmarschall, maréchal de champ. À l'ouverture de l'opération Barbarossa en 1941, en tant que partie du groupe d'armée centre, Kluge resta au commandement de la 4e armée allemande, qui fit face à des défis logistiques et disciplinaires. En septembre 1941, il émit un ordre pour rétablir la discipline parmi ses troupes et arrêter les méthodes injustifiées d'obtention de fournitures et les abus envers la population civile. Pendant l'opération Typhon, Kluge eut le 4e groupe Panzer sous les ordres de la 4e armée, mais il se heurta à des frictions avec son commandant, Erich Höppner, concernant la stratégie et le manque de carburant. Malgré les avancées, les forces allemandes ne parvinrent pas à atteindre Moscou en raison de la résistance soviétique tenace, du manque de fournitures et de la pression du haut commandement allemand. Kluge finit par compromettre son flanc sud plus faible en attaquant le 1er décembre 1941, mais cela ne put empêcher l'échec allemand à prendre Moscou. Le 18 décembre, Kluge fut placé à la tête du groupe d'armée centre et durant 1942 et le début de 1943, les forces de Kluge furent impliquées dans une guerre de position autour du saillant de Riev, se défendant contre les offensives soviétiques. Au début de 1943, Kluge obtint l'autorisation de retirer certaines de ses forces du saillant. Déjà le 13 mars 1943, Hitler autorisa plusieurs offensives, y compris une contre le saillant de Koursk. Cependant, Kluge refusa de lancer une attaque immédiate en raison de la faiblesse de ses forces. Mais l'opération Citadelle, qui conduisit à la bataille de Koursk, commença finalement en juillet 1943, mais échoua dès le début à cause de la résistance soviétique féroce. Kluge fut grièvement blessé dans un accident de voiture en octobre 1943
et ne put retourner au service qu'en juillet 1944, lorsqu'il fut remplacé par le maréchal Ernst Busch. En juillet 1944, Klug fut nommé commandant de l'armée allemande à l'ouest. Avec les Alliés prenant l'initiative, Klug tenta d'établir son autorité sur Rommel, responsable du groupe d'armée B, et de gagner la confiance de son commandement dans la défense de la Normandie. Mais jusqu'en juin, les Alliés expulsèrent les Allemands des hauteurs de Saint-Lô, préparant le terrain pour une grande offensive appelée Opération Cobra, lancée le 25 juillet, qui réussit à percer les lignes allemandes et à désorganiser leur résistance. Klug envoya des renforts pour éviter un effondrement total, mais ses forces subirent de lourdes pertes en hommes et en chars. Au début d'août, l'armée allemande en Normandie était affaiblie et Klug ne pouvait plus maintenir une position défensive viable. Bien qu'il ait conseillé une retraite, Hitler ordonna une contre-attaque, l'opération Lüttich, entre Mortain et Avranches. Klug savait que cela entraînerait l'effondrement du front en Normandie, mais ces avertissements furent ignorés et la contre-attaque échoua. Les Alliés lancèrent l'opération Tractable le 14 août dans le but d'encercler et de détruire les forces allemandes près de Falaise. Face à la pression alliée, Klug ordonna une retraite massive vers l'est le 16 août. Initialement, Hitler faisait confiance à Klug, qui était un commandant expérimenté et respecté au sein de l'armée allemande. Cependant, cette confiance fut ébranlée par les événements liés à la tentative d'assassinat du 20 juillet et aux circonstances entourant les dommages subis par la voiture de Klug lors d'un bombardement allié. Ces événements conduisirent Hitler à soupçonner la loyauté de Klug et à son éventuelle éviction. Avant ces incidents, Klug était considéré comme un commandant compétent et capable au sein de l'armée allemande. Günther von Klug se suicida le 19 août 1944 en utilisant du cyanure de potassium. On pense qu'il a choisi cette action car il était convaincu d'avoir été impliqué dans le complot du 20 juillet contre Hitler. Albert Kesselring, le génie tactique de la Luftwaffe. Alors que les forces armées allemandes déclenchaient une offensive dévastatrice contre la Pologne en septembre 1939, avec le grade de général der Flieger et en tant que commandant de la Luftflotte, première flotte aérienne, Albert Kesselring joua un rôle fondamental dans la coordination des forces aériennes allemandes lors de l'invasion de la Pologne. Sa capacité à intégrer les attaques aériennes aux opérations terrestres fut cruciale pour l'avancée de l'armée allemande. Reconnaissant la puissance aérienne comme un outil décisif, Kesselring employa l'aviation non seulement pour attaquer des cibles stratégiques, mais aussi pour fournir un soutien direct aux troupes au sol. Pendant la bataille de France en 1940, Albert Kesselring, maintenant commandant de la 2e flotte aérienne de la Luftwaffe, joua un rôle crucial en fournissant un soutien aérien rapproché aux forces terrestres allemandes et en assurant la supériorité aérienne sur le champ de bataille. Kesselring fut également chargé de mener la campagne aérienne contre les forces britanniques pendant l'évacuation de Dunkerque, où sa capacité à maintenir la pression sur les forces alliées et à empêcher leur évacuation complète du continent européen fut cruciale pour la poursuite de la campagne allemande en France. Après la campagne de France, le 19 juillet 1940, Kesselring fut promu Generalfeldmarschall. Peu de temps après l'invasion de la France, la bataille d'Angleterre commença, au cours de laquelle la Luftflotte 2 de Kesselring dirigea principalement les opérations de bombardement de jour en Angleterre. Un an plus tard, pendant l'opération Barbarossa en 1941, et toujours à la tête de la Luftflotte 2, Kesselring opéra en soutien au groupe d'armées Centre avec sa flotte de 1223 avions, avec laquelle il parvint en quelques semaines à obtenir la supériorité aérienne sur les cieux soviétiques. Jusqu'au 26 juillet, Kesselring avait rapporté la destruction de 165 chars, 2136 véhicules, 194 pièces d'artillerie et 915 avions détruits lors de 1574 missions. La flotte aérienne de Kesselring fournit un soutien dans plusieurs batailles du front de l'Est, comme à Białystok-Minsk, Smolensk et l'avancée finale vers Moscou. Mais l'excès de confiance dans la victoire mena au retrait de la flotte aérienne de Kesselring vers la Méditerranée. Pendant sa campagne en Afrique du Nord, Kesselring ordonna à la Luftflotte 2 de mener des bombardements stratégiques contre des cibles militaires et des infrastructures ennemies, ainsi qu'un soutien aérien rapproché aux forces terrestres en combat.
Kesselring supervisa également des opérations d'interdiction pour attaquer les lignes d'approvisionnement et de communication des Alliés dans la région, y compris les convois maritimes et les routes terrestres. Lors de sa participation à la bataille d'El Alamein en 1942, la Luftwaffe fournit un soutien aérien crucial aux forces de l'Axe. Cependant, malgré les efforts de Kesselring et de sa flotte, la défaite à El Alamein marqua un tournant dans la campagne en faveur des Alliés, conduisant au retrait des forces de l'Axe en Afrique du Nord. Pendant la retraite, Kesselring fut impliqué dans la planification et l'exécution d'opérations pour évacuer les troupes et les équipements de la région. En 1943, avec la chute de Mussolini et l'avancée des Alliés, Kesselring a été nommé commandant suprême du groupe d'armée C en Italie. Une de ses stratégies les plus remarquables fut la mise en place de la ligne Gustave, une formidable ligne défensive qui s'étendait le long de la péninsule, de la côte ouest jusqu'à l'Adriatique. Cette ligne a entravé l'avancée alliée vers le nord et a fourni une défense solide pour les forces allemandes et leurs alliés italiens. Malgré les circonstances difficiles et le fait d'être constamment en infériorité numérique, Kesselring a réussi à maintenir la cohésion de ses troupes et à retarder l'avancée alliée pendant des mois. Sa capacité à tirer le meilleur parti des ressources disponibles et à résister aux assauts ennemis a fait de lui un leader respecté tant par ses propres forces que par ses adversaires. Il a démontré toutes ses capacités militaires lors de la bataille d'Anzio et de Monte Cassino, en janvier 1944, lorsque les Alliés ont débarqué à Anzio dans le cadre de l'opération Shingle. Kesselring a agi avec rapidité et résolution en reconnaissant la menace immédiate que ce mouvement audacieux représentait, mobilisant ses forces pour affronter les envahisseurs. Sa capacité à organiser les défenses allemandes et à lancer des contre-attaques précises a frustré les tentatives alliées d'avancer à l'intérieur de l'Italie. La résistance féroce à Anzio est devenue un affrontement prolongé, mettant à l'épreuve la ténacité et la résistance des deux côtés. Pendant ce temps, au sud d'Anzio, Monte Cassino s'élevait comme une forteresse imprenable dominant la vallée du fleuve Liri. La colline était un bastion clé des défenses allemandes en Italie. La bataille de Monte Cassino fut une épreuve de feu pour Kesselring et ses troupes, où, en coordonnant habilement les opérations terrestres et aériennes, il a défendu la position avec ténacité, exploitant les fortifications naturelles et mobilisant des renforts pour maintenir le contrôle de la colline. Bien que le Führer reconnaisse les compétences militaires et l'expérience de Kesselring sur le champ de bataille, à la fin de 1944 et au début de 1945, avec l'enlisement de la situation sur le front italien, Hitler commença à remettre en question l'efficacité de Kesselring en tant que commandant. De plus, Kesselring n'était pas complètement aligné avec les stratégies et visions d'Hitler pour la conduite de la guerre. Leurs opinions divergentes sur les décisions stratégiques et tactiques, ainsi que l'approche plus pragmatique et moins idéologique de Kesselring, ont également contribué à la diminution de la confiance d'Hitler en lui. Après la guerre, Kesselring fut jugé pour crime de guerre et condamné à mort, bien que sa peine ait ensuite été commuée en réclusion à perpétuité. Il passa plusieurs années en prison avant d'être libéré en 1952 pour des raisons de santé. Il se retira dans sa maison en Allemagne, où il vécut dans un relatif anonymat jusqu'à sa mort en 1960. Hermann Ott, le général de l'avancée implacable. Lors de l'invasion de la Pologne, avec le grade de général-lieutenant dans la Wehrmacht, Hermann Ott commandait la 15e division Panzer, une division de chars hautement mobiles et spécialisée dans la guerre blindée, devenant l'une des unités les plus efficaces de la campagne polonaise. Un an plus tard, lors de l'invasion de la France en 1940, Hermann Ott avait atteint le grade de général der Panzertruppe et commandait le 15e corps d'armée, formé par les 5e et 7e divisions Panzer, cette dernière étant commandée par le général-major Erwin Rommel. Son corps d'armée a joué un rôle crucial dans la rupture des lignes défensives françaises et la pénétration profonde dans le territoire français. En 1941, Ott commandait le 3e groupe Panzer lors de l'opération Barbarossa, avançant vers l'est à travers la Biélorussie en direction de la frontière soviétique. Son unité fut l'une des principales forces blindées à mener les premières phases de l'invasion, jouant un rôle crucial dans la rupture des lignes soviétiques et l'exploitation des brèches créées. Pendant les premières étapes de l'opération, le 2e groupe Panzer de Guderian et le 3e groupe Panzer de Ott
encerclèrent Minsk dans le cadre des opérations du groupe d'armée Centre, capturant 300 000 soldats de l'armée rouge et détruisant ou capturant 2500 chars. Continuant son avancée vers Moscou, Hoth et ses troupes ont rencontré un terrain difficile et une résistance farouche des Soviétiques lors des batailles de Vyazma et Briansk. Malgré l'usure et les pertes lors de l'avancée du 3e groupe Panzer, les forces de Hoth ont réussi à sceller les poches de Vyazma-Briansk. Avec l'arrivée de l'hiver russe, les conditions sont devenues encore plus adverses, avec le froid implacable et le manque de fournitures pesant sur les forces allemandes. Pendant l'été de 1942, dans le cadre de l'opération Bleue, Hoth a commandé le 4e groupe Panzer dans la campagne allemande dans le sud de l'Union soviétique, en particulier lors de l'offensive en direction du Caucase et de la ville de Stalingrad. Son rôle a été crucial dans la tentative d'encercler et de capturer la ville, ce qui a entraîné l'une des batailles les plus sanglantes et décisives de la guerre. Cependant, malgré quelques succès initiaux, l'avancée allemande a été stoppée et la bataille de Stalingrad a abouti à une défaite catastrophique pour le Troisième Reich, avec Hoth et ses forces encerclées par l'armée soviétique. Bien qu'ils aient réussi à rompre la poche dans la phase finale de la bataille, la campagne a entraîné d'énormes pertes, obligeant les forces allemandes à une retraite stratégique sur le front oriental. Cette retraite a impliqué une réorganisation générale des unités survivantes du 4e Exercito Panzer de Hoth. En 1943, Hoth reprit le commandement du 4e armée Panzer, reconstitué avec pour mission d'arrêter la première garde soviétique et la 6e armée à l'est de Dnipropetrovsk et de les repousser de l'autre côté de la rivière Samara. Cette opération faisait partie de la 3e bataille de Kharkov, où les forces de Hoth lancèrent leur attaque sur la ville de Kharkov le 28 février, qui fut reprise par les Allemands le 15 mars. Les combats à Kharkov déclenchèrent ensuite la bataille de Koursk, où le 4e armée Panzer de Hoth reçut la mission d'avancer depuis le saillant d'Orel vers le sud et de couper les lignes soviétiques. Lorsque l'opération Citadelle commença, les divisions de Hoth, renforcées par le 2e corps Panzer SS sous le commandement de Paul Hauser, pénétrèrent plusieurs lignes défensives soviétiques avant d'être arrêtées lors de la bataille de Prokhorovka. Cela fut en partie dû à l'hésitation de Hoth à continuer d'avancer, car ses flancs étaient menacés par des contre-attaques soviétiques. En conséquence, l'avancée allemande fut interrompue, et la bataille se solda par une coûteuse défaite stratégique. À l'automne de la même année, pendant la bataille du Dniepro, Hoth continua de commander le 4e armée Panzer, mais cette fois sur le front sud, où son objectif était de défendre le fleuve Dniepr et de protéger les flancs des unités allemandes en retraite. Cependant, ces efforts furent vains, car les forces allemandes furent incapables de contenir l'avancée soviétique et furent obligées de se replier vers l'ouest. Bien que Hitler considérait Hoth comme l'un des meilleurs commandants de chars de la Wehrmacht en raison de ses succès au début de la guerre, après une série de défaites significatives, son influence et sa capacité de manœuvre diminuèrent à mesure que l'armée allemande battait en retraite. Après la défaite de l'Allemagne, Hoth a été capturé par les forces alliées et a passé plusieurs années en captivité avant d'être libéré en 1953. Il est retourné en Allemagne, où il a vécu dans un relatif anonymat jusqu'à sa mort en 1971. Gotthard Heinrici, le mur inébranlable du Reich. Quand le conflit a éclaté en 1939, Heinrici avait déjà été promu au grade de lieutenant-général et commandait la 5e division d'infanterie dans les premières étapes de la guerre, participant à l'invasion de la Pologne en 1939. Sa capacité à diriger des unités au combat a rapidement attiré l'attention de ses supérieurs et il a été promu au commandement du 13e corps d'armée qu'il a dirigé lors de la Blitzkrieg en France, réussissant à percer la ligne Maginot le 14 juin 1940. Dans les jours sombres du printemps 1945, alors que les forces alliées avançaient à l'ouest et que l'armée rouge approchait à l'est, sur le désespoirant ordre de Heinz Guderian à Hitler, Heinrici se vit confier le commandement du groupe d'armée Vistule chargé de la défense de Berlin. Heinrici supervisa la préparation des défenses et l'exécution de la défense allemande lors de la bataille de Seelow, qui eut lieu dans la région de la rivière Oder, à environ 70 km à l'est de Berlin. Confronté à l'avancée implacable de l'armée rouge vers la capitale du Reich, Heinrici comprit l'importance stratégique de la ligne défensive à Seelow
qui protégeait l'accès direct à Berlin par l'Est. Conscient des limitations en ressources et en personnel, Heinrici mit en œuvre une stratégie défensive méticuleuse, exploitant au maximum les fortifications naturelles et artificielles érigées par les Allemands dans la région. Heinrici parvint à rassembler les restes du groupe d'armées Vistule et parvint à contenir brièvement l'offensive soviétique lors de la bataille de l'Oder-Neisse, cherchant à ralentir l'avance soviétique, ce qui permettrait non seulement l'évacuation des civils et la préservation des ressources, mais aussi donnerait le temps aux troupes allemandes de se réorganiser et d'établir de nouvelles lignes défensives sur les collines de Seelow. Heinrici espérait que ces nouvelles défenses soient plus solides et difficiles à pénétrer, ce qui pourrait temporairement arrêter l'avancée soviétique. Bien que la résistance allemande à l'Oder-Neisse ait été tenace et féroce, la supériorité écrasante de l'armée rouge a finalement prévalu. Cependant, la stratégie de Heinrici a réussi à retarder l'avance soviétique et à causer des pertes considérables, contribuant à la préservation des vies et des ressources militaires allemandes. Après avoir retardé l'avance ennemie aussi longtemps que possible, il ordonna le retrait de ses forces, jugeant impossible de continuer à résister presque sans aviation ni artillerie et en infériorité numérique de 3 contre 1. Ce retrait d'Heinrici provoquerait par la suite la colère de Hitler. Les positions défensives à Seelow comprenaient des tranchées, des champs de mines, des barbelés et des fortifications anti-chars. Les civils de la région ont également été évacués pour éviter des pertes inutiles et faciliter la mobilité des troupes. Au cours de la bataille, Heinrici a démontré sa capacité à coordonner la défense dans un terrain difficile et exigeant. Mais malgré la résistance opiniâtre des troupes allemandes, les forces soviétiques, sous le commandement du maréchal Georgi Tchoukov, ont lancé des attaques massives et féroces, soutenues par un intense bombardement d'artillerie. Bien que les troupes d'Heinrici se soient battues avec détermination et courage, la bataille des collines de Seelow s'est soldée par une victoire décisive pour l'armée rouge. Les lignes défensives allemandes ont été rompues et les forces soviétiques ont avancé vers Berlin. Après que la défense à Seelow ait été vaincue par les forces soviétiques, Heinrici, s'opposant à un regroupement supplémentaire de troupes de l'Ouest pour une bataille désespérée pour Berlin, a ordonné un retrait au nord de la capitale allemande. Reconnaissant la gravité de la situation et la chute inévitable de Berlin, il a décidé de préserver les forces allemandes restantes plutôt que de mener une défense obstinée dans la capitale. Après avoir appris cela, il a été écarté par Hitler le 28 avril 1945 et a été licencié par le maréchal Wilhelm Keitel après une discussion animée près de Neubrandenburg, bien que sans être puni. Sous la pression de Keitel pour fusiller les lâches et les déserteurs, Heinrici a défié Keitel en lui demandant de fusiller les soldats blessés et malades qui formaient la majeure partie de ses troupes et a continué à marcher vers le nord de Berlin. Bien que le Führer admirait l'habileté tactique et la capacité de leadership au combat de Heinrici, connu pour son accent sur la défense flexible et sa capacité à faire un usage efficace de ressources limitées, il exprimait sa frustration à son égard, surtout lorsque ses tactiques défensives entraient en conflit avec la stratégie d'attaque agressive d'Hitler. Après la guerre, Heinrici a été arrêté et a passé plusieurs années en captivité avant d'être libéré en 1948. Il est retourné en Allemagne, où il a vécu dans un relatif anonymat jusqu'à sa mort en 1971. Heinz Guderian, le génie des panzers dans la Blitzkrieg. Pendant l'invasion de la Pologne en septembre 1939, Heinz Guderian détenait le grade de général-major et commandait la 2e division Panzer de l'armée allemande. Avec elle, il mena la pointe de l'offensive sans précédent. Au cours de l'offensive allemande, Guderian se distingua par son utilisation novatrice des forces blindées. Dans un balai d'acier, ses chars avançaient avec rapidité et détermination, surpassant les défenses polonaises avec une précision chirurgicale, et, en tant que l'un des principaux promoteurs de la Blitzkrieg, il réussit à démontrer l'efficacité de cette stratégie. Dans le chaos du champ de bataille, Guderian fit preuve d'une flexibilité tactique importante, coordonnant magistralement les opérations blindées avec l'infanterie et l'artillerie. Grâce à ses performances lors de la campagne polonaise, il fut promu au grade de général der Panzertruppe, général des troupes blindées, en 1940, juste avant l'invasion de la France.
Au lever du jour du 10 mai 1940, sur les champs de bataille de l'Europe occidentale, la machine de guerre du Troisième Reich se lança contre la France et ses alliés. Le corps de Guderian mena l'attaque à travers les Ardennes et au-dessus de la Meuse. Son groupe de panzers mena la fameuse course à la mer, qui aboutit à l'encerclement de la force expéditionnaire britannique et des forces françaises à Dunkerque. La pénétration rapide de Guderian en France ébranla les lignes défensives alliées et créa une percée stratégique clé qui contribua à la rapide défaite de la France en quelques semaines. Le 22 juin 1941, le 2e Panzergruppe de Guderian lança son offensive en traversant la rivière Bug et en avançant vers le Dniepr. Les forces combinées du 2e et du 3e Panzergruppe encerclèrent la poche de Minsk, capturant 300 000 prisonniers avant d'avancer vers Smolensk. Déjà le 10 juillet 1941, les forces allemandes lancèrent une attaque massive contre les défenses soviétiques autour de la ville de Smolensk, située sur une position stratégique clé sur la route de Moscou. Dès le début, Guderian et ses troupes appliquèrent des tactiques de blitzkrieg avec une précision mortelle, utilisant la vitesse et la surprise pour surpasser les lignes ennemies et ouvrir des brèches dans leur défense. Cependant, la bataille de Smolensk ne fut pas une victoire facile pour les Allemands, devenant un affrontement prolongé et sanglant, avec des combats urbains et en terrain découvert intenses. Après des semaines de combats acharnés, les forces allemandes parvinrent à capturer la ville en septembre 1941, les laissant à seulement 320 km de Moscou. Alors que les forces allemandes approchaient de Moscou, Guderian fut promu au grade de Generaloberst, général-colonel, et nommé commandant du groupe d'armée centre. Bien qu'il ait joué un rôle important dans le commandement des forces blindées, son principal objectif à cette époque était de coordonner et de diriger les opérations de toutes les unités sous son commandement sur le front central. Pendant la bataille, Guderian dut faire face à des défis significatifs. Alors que les forces allemandes approchaient de la capitale soviétique, elles rencontrèrent une résistance de plus en plus forte de la part de l'armée rouge et des conditions climatiques adverses de l'hiver russe. Guderian dut gérer la coordination de multiples unités et la planification d'opérations dans un environnement de plus en plus hostile. Malgré les défis, Guderian et ses forces parvinrent à avancer considérablement vers Moscou dans les phases initiales de la bataille. Cependant, à mesure que l'hiver s'intensifiait et que la résistance soviétique se renforçait, les forces allemandes furent contraintes d'interrompre leur avance et d'adopter une posture défensive. Après la bataille de Moscou, Guderian fut retiré du commandement du groupe d'armée centre et transféré sur le front oriental du Sud, où il joua un rôle dans la planification et l'exécution de l'offensive allemande en Ukraine et dans le Caucase à l'été et à l'automne 1942. À l'été de cette année-là, Guderian commanda le 2e armée Panzer dans l'opération Bleue, dans le but de capturer d'importants champs pétrolifères dans le Caucase et d'avancer vers la rivière Volga. Cependant, après la débâcle de Stalingrad, Guderian fut transféré sur d'autres fronts et n'eut pas de rôle direct dans les batailles les plus significatives jusqu'à la bataille de Koursk en 1943, où il agit en tant qu'inspecteur général des forces blindées et motorisées. Pendant cette période, ses opinions sur la conduite de la guerre et ses désaccords avec Hitler et d'autres dirigeants allemands s'intensifièrent, ce qui le conduisit finalement à être retiré de postes de commandement opérationnel et à être affecté à des fonctions administratives. Son dernier combat sur le front oriental fut de superviser la défense de la forteresse de Mariupol, en Ukraine. Après la guerre, Hitler considérait Guderian comme un innovateur militaire et soutenait ses idées tactiques qui aboutirent à d'importantes victoires pour l'Allemagne, telles que les campagnes en Pologne, en France et en Union soviétique. Cependant, malgré cela, le Führer se méfiait souvent des conseils de ses généraux et préférait prendre des décisions militaires par lui-même, ce qui créa une relation ambivalente avec Guderian à mesure que la guerre avançait. Après la guerre, Guderian fut capturé par les forces alliées et passa plusieurs années en captivité. Il se retira de la vie publique et se consacra à écrire ses mémoires et à enseigner la stratégie militaire. Gerd von Rundstedt, le dernier Prussien du Reich. Durant l'invasion de la Pologne en septembre 1939, Gerd von Rundstedt détenait le grade de Generaloberst.
À ce moment-là, il commandait le groupe d'armées sud, une position de haut commandement qui lui conférait l'autorité sur les forces allemandes déployées dans le sud de la Pologne pendant la campagne. Son groupe d'armées était principalement composé de la 8e armée allemande et d'une partie de la 10e armée, et son objectif principal était d'avancer de la frontière allemande vers l'est et le sud-est de la Pologne pour capturer du territoire et vaincre les forces polonaises. Il a employé la tactique de la Blitzkrieg, qui combinait l'utilisation coordonnée des forces terrestres, aériennes et blindées, et a réussi à avancer rapidement à travers le territoire polonais, désorganisant les défenses ennemies. De plus, Rundstedt a supervisé la coordination entre son groupe d'armées et d'autres unités allemandes sur le front polonais, facilitant une campagne militaire efficace et efficace. Son leadership lors de l'invasion de la Pologne lui a valu une reconnaissance au sein du haut commandement allemand et a jeté les bases de sa promotion ultérieure au rang de maréchal de camp en 1940. Lors de l'invasion de la France en 1940, en tant que commandant du groupe d'armées A, son principal objectif était d'avancer à travers la Belgique et le nord-est de la France pour encercler et franchir les défenses alliées de la ligne Maginot et de la Meuse. Cette stratégie faisait partie d'une approche plus large visant à rompre les lignes ennemies et à avancer rapidement vers l'intérieur de la France. Rundstedt a supervisé le déploiement et la coordination de plusieurs divisions allemandes dans son secteur, notamment des unités d'infanterie, blindées et de soutien. Ces forces ont travaillé en étroite collaboration avec les unités blindées de Guderian et de Manstein, qui opéraient sur le flanc gauche de l'avancée allemande à travers les Ardennes. Après la campagne réussie en France, Rundstedt a continué de servir sur le front ouest en tant que commandant en chef du groupe d'armées allemand A, supervisant l'occupation de la France et par la suite la défense contre d'éventuels débarquements alliés. Pendant ce temps, il était impliqué dans la planification et la construction des défenses côtières de l'Atlantique, également connues sous le nom de mur de l'Atlantique, en préparation d'une éventuelle attaque alliée. En 1942, Rundstedt a été transféré sur le front de l'Est pour prendre le commandement du groupe d'armées sud, où il a supervisé les opérations allemandes dans le sud de l'Union soviétique. Cependant, en raison de désaccords avec Hitler et de différences stratégiques, il a été démis de fonction en décembre 1941, bien qu'il ait été réintégré en avril 1942. Après son bref service sur le front de l'Est, Rundstedt est retourné sur le front de l'Ouest en 1942 pour prendre le commandement du groupe d'armées Ouest, où il a supervisé la défense de la France, de la Belgique et des Pays-Bas contre de possibles débarquements alliés. En 1944, avec le débarquement allié en Normandie, Rundstedt a pressé Hitler de négocier la paix avec les Alliés, mais ce dernier a répondu en le remplaçant à nouveau au commandement. Le 1er septembre 1944, Rundstedt a été nommé commandant en chef de l'Ouest et a rapidement regroupé les troupes pour s'opposer à l'opération Market Garden. Pendant cette courte période, Rundstedt a supervisé la mobilisation des forces allemandes aux Pays-Bas et a coordonné les contre-mesures pour faire face à l'avancée alliée. Malgré la surprise initiale des Alliés et quelques succès tactiques, les forces allemandes sous le commandement de Rundstedt ont réussi à contrecarrer l'objectif principal de l'opération, qui était d'ouvrir un corridor vers l'intérieur de l'Allemagne. 3 mois plus tard, lors de la dernière grande offensive allemande dans les Ardennes, Rundstedt a joué un rôle clé dans la planification et la coordination de l'offensive, bien qu'il ait affronté certaines objections d'autres dirigeants militaires allemands, y compris Adolf Hitler lui-même, qui doutait initialement de la viabilité de l'opération. Bien que l'offensive allemande ait d'abord réussi à réaliser des avancées significatives et à surprendre les Alliés, la résistance alliée et les conditions météorologiques difficiles ont finalement contenu l'avancée allemande. Grâce à sa vaste expérience sur le champ de bataille et à sa réputation de stratège compétent, le maréchal a gagné le respect du Führer. Rundstedt était partisan d'une stratégie plus conservatrice et réaliste, qui priorisait la préservation des forces allemandes et évitait les mouvements risqués. En revanche, Hitler favorisait souvent des stratégies plus agressives et offensives, même lorsque les circonstances n'étaient pas favorables. Ces différences stratégiques se sont manifestées à plusieurs moments durant la guerre, notamment lors de la bataille des Ardennes en 1944.
Après la défaite de l'Allemagne en 1945, von Rundstedt a été capturé par les forces alliées et a passé plusieurs années en captivité. Il s'est retiré de la vie publique et a vécu dans un relatif anonymat jusqu'à sa mort en 1953. Erwin Rommel, le renard du désert. Avec le grade de général-major dans la Wehrmacht, le 15 février 1940, quelques mois après la victoire allemande en Pologne, Erwin Rommel a pris le commandement de la 7e division Panzer à Bad Godesberg. C'était la première fois qu'il commandait une unité blindée. Il a donc immédiatement commencé à s'entraîner intensivement avec sa nouvelle unité, à connaître ses officiers et à préparer tout le monde pour le type de guerre qu'il comptait mener. Pendant l'invasion de la France en 1940, la 7e division Panzer d'Erwin Rommel est devenue une force imparable, sa présence étant un signe de danger pour les défenses françaises, qui allaient bientôt faire face à la fureur de la Blitzkrieg allemande. Rommel dirigeait les opérations depuis son poste de commandement mobile, et, à mesure que les chars allemands avançaient sur le territoire français, Rommel était partout en même temps. Monté dans son propre char, il menait l'avance avec courage et détermination. À Arras, il a mené une attaque surprise et audacieuse contre les défenses britanniques, ouvrant la voie à la victoire. Et à Dunkerque, sa division a joué un rôle crucial dans la capture de milliers de soldats alliés, scellant ainsi le sort de la campagne en France. En février 1941, la situation en Afrique du Nord était sombre pour les forces de l'Axe. Les troupes italiennes avaient subi des revers et s'étaient repliées en Libye. Dans ce contexte difficile et en tant que commandant de l'Africa Corps, Rommel a été appelé à diriger l'offensive. À son arrivée en Afrique, Rommel a immédiatement lancé une contre-offensive réussie lors de la bataille de Bedafom contre les forces britanniques qui avaient avancé profondément en Libye. Au cours d'une série de campagnes, Rommel a affronté les forces britanniques dans une lutte implacable pour le contrôle du désert, mais la bataille de Gazala a été le point culminant de la carrière de Rommel en Afrique du Nord, où il a employé des tactiques audacieuses pour encercler et démanteler les défenses britanniques. Il a utilisé la topographie du terrain à son avantage, exploitant les dunes et les montagnes pour dissimuler ses mouvements et surprendre ses adversaires. Le renard du désert a réussi à créer une fausse ligne d'attaque au sud, tout en dirigeant la majorité de ses forces vers le nord pour encercler les positions ennemies, causant le chaos dans les lignes et facilitant la rupture des défenses britanniques. Après ses succès remarquables en Afrique du Nord, Rommel a gagné le respect de Hitler, qui a commencé à le considérer comme l'un de ses généraux les plus capables, et le 22 juin 1942, Erwin Rommel a été promu maréchal de Campo, devenant ainsi l'un des maréchaux de Campo les plus jeunes de l'histoire militaire allemande. Après sa victoire à Gazala, en juillet 1942, l'Africa Corps lança une tentative audacieuse de percer les lignes britanniques et d'avancer vers El Alamein et Alexandrie. Cependant, les forces de Rommel, épuisées par la campagne du désert et confrontées à des problèmes logistiques, rencontrèrent une résistance britannique féroce qui les arrêta. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lors de la deuxième bataille d'El Alamein, Rommel affronta à nouveau les forces britanniques et, avec sa détermination caractéristique, mena l'Africa Corps dans une tentative désespérée d'arrêter l'avancée britannique vers l'ouest. Cette fois, les forces britanniques étaient mieux préparées et équipées et lancèrent une offensive qui obligea finalement Rommel à battre en retraite. Après cette défaite, les forces de Rommel se contentèrent de lancer des embuscades contre l'armée britannique en poursuite et ne livrèrent plus de batailles ouvertes jusqu'à leur arrivée en Tunisie. Cependant, lors d'une de ces dernières batailles en Afrique, Rommel infligea une sévère défaite aux forces américaines lors de la bataille du col de Kasserine. Le 6 mars 1943, Rommel lança sa dernière offensive en Afrique du Nord en attaquant la 8e armée britannique lors de la bataille de Médénine. Mais après avoir perdu 52 chars, Rommel suspendit l'assaut et le 9 mars, il retourna en Allemagne pour devenir inspecteur général du mur de l'Atlantique. Face à un imminent débarquement allié en France, ses avertissements concernant la nécessité de renforcer les défenses en Normandie et la nécessité d'une contre-attaque rapide après le débarquement allié ne furent pas entendus par le haut commandement allemand. Pendant le jour J, Rommel était en Allemagne et ne put répondre immédiatement à la crise en Normandie.
Après le débarquement allié en Normandie en juin 1944, la relation entre Rommel et Hitler devint plus tendue. Inquiet de la crise militaire croissante et de l'incapacité de l'Allemagne à résister aux Alliés, Rommel exprima ouvertement son scepticisme quant à la possibilité d'une victoire nazie. Mais après l'attentat contre Hitler le 20 juillet 1944, connu sous le nom de Opération Walkyrie, le Führer ordonna une chasse massive aux conspirateurs, dans laquelle Rommel fut impliqué en raison de sa connexion avec les conspirateurs. Ainsi, le 14 octobre 1944, il lui fut offert l'option de se suicider en prenant du poison pour éviter un procès public et d'éventuelles représailles contre sa famille, ou de faire face aux conséquences de sa participation à la tentative d'assassinat. Il opta pour la première option et prit le poison sous la supervision de 2 officiers nazis présents chez lui à Herrlingen, en Allemagne. Sa mort fut officiellement annoncée comme étant le résultat de blessures subies lors d'une attaque aérienne alliée. Walter Model, le lion de la défense. Pendant l'invasion de la Pologne en 1939 et avec le grade de général-major, Walter Model a dirigé la 3e division Panzer, avec laquelle il a démontré sa capacité à coordonner des attaques éclairs et des manœuvres audacieuses. Sa dextérité tactique l'a conduit à être promu et désigné au commandement de la 9e division Panzer lors de l'invasion de la France en 1940, où il a de nouveau montré son talent tactique en coordonnant des attaques rapides et des manœuvres audacieuses qui ont contribué au succès de la Blitzkrieg allemande. Sa division fut l'une des unités les plus avancées de l'armée allemande, jouant un rôle crucial dans la pénétration et la rupture des lignes françaises. La vitesse et l'audace des manœuvres de la 3e division Panzer, sous le commandement de Model, surprirent les forces françaises et alliées, contribuant de manière significative à la chute rapide de la France en juin 1940. Sa performance remarquable lors de cette bataille importante a encore renforcé sa réputation en tant que l'un des commandants les plus compétents et prometteurs du Troisième Reich. Après le lancement de l'opération Barbarossa en 1941 par la Wehrmacht et la défaite à Stalingrad, marquant le début de l'opération Uranus en 1942 par l'armée rouge sur le front de l'Est, les contre-offensives soviétiques ont mis l'armée allemande en difficulté dans de nombreuses batailles. Face à cette situation, Hitler fit appel à Walter Model comme une figure clé pour contrer les crises qui surgissaient sur les fronts où la situation était au bord de l'effondrement. C'est ainsi que Model a acquis le surnom de « le pompier d'Hitler ». Lors de l'opération Bagration lancée par l'armée rouge soviétique, le 22 juin 1944, Walter Model était le commandant du groupe d'armées centrallemand sur le front de l'Est et fut chargé de diriger les défenses allemandes contre l'avancée soviétique. Model tenta d'organiser une résistance ordonnée et de lancer des contre-attaques pour arrêter l'avance soviétique. Il démontra également sa capacité à prendre des décisions tactiques dans des conditions extrêmement difficiles et à maintenir le moral de ses troupes en période de crise, montrant ainsi ses compétences en tant que leader militaire. Malgré la défaite finale lors de l'opération Bagration, l'effort de Model pour résister à l'avance soviétique et maintenir la cohésion des forces allemandes reflète son engagement en tant que commandant et sa détermination à lutter jusqu'au bout. Peu de temps après, le 16 décembre 1944, l'armée allemande lança l'une de ses dernières offensives dans les Ardennes, ayant pour objectif principal de rompre les lignes alliées, de prendre le port d'Anvers et de diviser les forces américaines et britanniques. Avec le grade de général-feldmarschall, maréchal de champ, et en tant que commandant du groupe d'armée B, Model fut responsable de mener les forces allemandes dans l'offensive. Utilisant une stratégie d'attaque surprise à travers les denses forêts des Ardennes, Model espérait exploiter les faiblesses perçues dans les lignes alliées et provoquer une rupture significative. Pendant l'offensive, le maréchal démontra son habileté tactique en gardant secrets les préparatifs de l'offensive et en coordonnant le mouvement des forces allemandes à travers le terrain difficile des Ardennes. Malgré les difficultés logistiques et le mauvais temps qui entravèrent les efforts allemands, Model persista dans sa tentative d'avancer vers l'ouest. Bien que l'offensive allemande n'ait pas atteint ses objectifs stratégiques à long terme et se soit soldée par une défaite, Model fit preuve d'une leadership exceptionnelle en maintenant le moral de ses hommes et en commandant depuis le front malgré les difficultés. Malgré la confiance du Führer en Model et le fait qu'il le considérait comme l'un de ses généraux les plus capables,
L'échec de l'opération plongea Model dans une dépression dont il ne se remit jamais, marquant la fin de la relation spéciale qu'il avait avec Hitler. Il demanda la permission de se replier jusqu'au Rhin, mais Hitler refusa et limita les opérations de son groupe d'armée, ne donnant qu'un seul ordre: défendre le terrain jusqu'au dernier homme. Le 1er avril 1945, le groupe d'armée B, dirigé par Model, se trouvait dans une situation désespérée dans la région de la Ruhr en Allemagne, ce qui serait connu sous le nom de la poche de la Ruhr, débutant une dure bataille où la poche elle-même fut divisée en deux le 14 avril. Hitler ordonna que la poche devienne une forteresse et que les usines soient détruites, mais Model ignora l'ordre et ordonna la dissolution des divisions sous son commandement et que ses hommes se rendent. Le 21 avril 1945, aux abords de son dernier quartier général à Duisburg, Walter Model remit à un officier de confiance, pour l'envoyer à sa famille, une lettre, son alliance et quelques effets personnels. Puis il se dirigea vers une forêt voisine et se tira une balle dans la tête, étant par la suite enterré sur le lieu même de sa mort. Erich von Manstein, le maître suprême de la stratégie militaire. Nos premiers jours du conflit, von Manstein détenait le poste de lieutenant-général et commandait la 56e division d'infanterie, se distinguant par son habileté tactique et sa capacité à coordonner les mouvements des troupes sur le champ de bataille. Pendant la bataille de France en 1940, en tant que chef d'état-major du groupe d'armée A, Erich von Manstein a développé et appliqué la stratégie connue sous le nom de Plan Manstein, ou plan d'attaque Sichelschnitt. Le plan consistait à détourner l'attention des forces alliées vers le nord, donnant l'impression que l'effort principal allemand serait dirigé à travers la Belgique, tandis que la véritable attaque principale serait lancée à travers les Ardennes, rompant les lignes défensives françaises et britanniques et les contournant par le sud. Après l'invasion réussie de la France en 1940, il a été promu au grade de général des troupes blindées, reflétant son rôle éminent et son habileté dans l'utilisation des unités blindées pendant la campagne. Un an après, pendant l'opération Barbarossa en 1941, il a commandé le corps de Panzer Helvéis lors de la phase initiale de l'invasion allemande de l'Union soviétique et était responsable de diriger les forces blindées allemandes dans l'avancée vers l'Ukraine et la Crimée. L'un des exploits les plus significatifs de von Manstein lors de la phase initiale de l'invasion a été son rôle dans la capture du port important et de la base navale de la ville de Sébastopol, dans la péninsule de Crimée. Après que les troupes allemandes ont assailli les défenses soviétiques et encerclé la ville, von Manstein a mis en œuvre des tactiques novatrices pour réduire et finalement capturer Sébastopol en juillet 1942. En décembre 1942, au milieu de l'hiver rigoureux russe, von Manstein a élaboré un plan audacieux, l'opération Tempête d'hiver, connue en allemand sous le nom de Wintergewitter. Avec des forces limitées et faisant face à une résistance féroce, von Manstein a dirigé une attaque désespérée pour rompre les lignes soviétiques et ouvrir un corridor vers Stalingrad, dans l'espoir de sauver la 6e armée désormais assiégée. Malgré des avancées initiales, le terrain hostile et l'opposition soviétique féroce ont contrecarré les efforts allemands. Cependant, la ténacité et le leadership de von Manstein au milieu du chaos de la bataille ont mis en évidence son habileté en tant que stratège accompli. Pour sa participation, il a été promu au grade de maréchal en mars 1943. Durant les offensives en février 1943, l'armée rouge a rompu les lignes défensives allemandes et repris Koursk le 9 février. Confronté au danger d'encerclement des groupes d'armées B et Don, Manstein a demandé des renforts. Jusqu'au milieu du mois, frustré, Manstein a demandé à Hitler de le nommer commandant de tout le front de l'Est. Face à cette demande et à la situation difficile de ses troupes, Hitler a personnellement survolé le front le 17 février. En 3 jours de réunion, Manstein a convaincu Hitler de la nécessité d'une action offensive pour reprendre l'initiative et éviter l'encerclement. Les troupes ont été réorganisées et renforcées. La contre-offensive, lancée le 20 février, connue sous le nom de défense mobile de Manstein, a pris les forces soviétiques par surprise. Jusqu'au 2 mars, la Wehrmacht avait capturé 615 chars et tué environ 23 000 soldats soviétiques. Manstein a regroupé ses forces le long d'un large front pour éviter l'encerclement et a repris Kharkov le 14 mars, après une intense bataille. La contre-offensive a non seulement évité la désintégration du front,
mais a également récupéré un territoire substantiel et détruit des forces soviétiques, mettant fin à la saison de dégel le 23 mars. À l'été 1943, sur les vastes champs de la région de Koursk, en Union soviétique, et en tant que commandant du groupe d'armée sud de l'armée allemande, von Manstein a joué un rôle majeur lors de l'opération Citadelle. Pendant la bataille, il a fait preuve d'une remarquable capacité à s'adapter aux circonstances changeantes du champ de bataille. Malgré les défis et les contre-attaques soviétiques, il est resté calme et a ajusté ses tactiques selon les besoins. Bien que l'offensive allemande à Koursk n'ait pas atteint ses objectifs stratégiques, von Manstein s'est distingué par son leadership inspirant, sa capacité à maintenir le moral de ses troupes au milieu du chaos et son accent tactique sur la flexibilité opérationnelle et l'utilisation efficace des forces blindées. En ce qui concerne la relation de von Manstein avec le Führer, elle était complexe, car initialement Hitler avait une grande confiance en von Manstein et appréciait ses compétences tactiques, et von Manstein, à son tour, admirait la détermination et la vision stratégique de Hitler. La relation de confiance mutuelle a été renforcée par les premiers succès du général lors de la bataille de France et d'autres campagnes. Cependant, à mesure que la guerre avançait, des tensions sont apparues entre von Manstein et Hitler en raison de différences stratégiques et de disputes sur la direction de la guerre.